Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse du 7 mars 2022. J'espère que vous portez tous très bien, moi ça va impec, j'ai eu un petit week-end tranquille du coup vu que je ne vous ai pas sorti de vidéo, mais on reprend le rythme comme d'hab avec cette nouvelle semaine qui démarre de manière assez intense, hein. Vous le voyez à l'écran, on est plutôt dans le rouge, 38 100 dollars, et encore sur le marché des cryptos je trouve que ça va parce que ce qui se passe actuellement dans le monde au niveau de l'actualité et aussi des marchés financiers, bah ça secoue pas mal, on le verra un petit peu tout au long de la vidéo. Au niveau de l'Ether, 2500 dollars, moins 3%, on corrige encore plus fortement que sur le Bitcoin, et c'est pareil pour la majorité des altcoins. On voit beaucoup d'alts qui sont bien dans le rouge foncé, Solana moins 6%, on a Mir qui fait moins 20%, je ne sais pas s'il y a eu une news ou pas sur cette crypto, moins 7% pour Rune, moins 6% pour VET, on a Waves qui est un petit peu dans le vert, plus 0,37%. Et aussi FTM qui est bien dans le rouge, moins 12%, mais il y a eu une news qui a impacté le cours donc de Phantom et on en parlera au cœur de la vidéo. N'hésitez pas tout de suite à mettre le petit pouce bleu, le petit abonnement, voilà, pour aider à faire grossir la communauté. Vous avez tous les liens en description et on part tout de suite sur le fil Twitter. Allez, mega fiesta. Les jobs containen, on y va, c'est parti. Allez, on va débuter finalement par le Fear and Greed, on passera juste après au fil Twitter, mais j'avais envie de faire un point sur le sentiment de marché. Et vous allez voir, on va aller un petit peu plus en profondeur que d'habitude sur cet indicateur. Donc là, on est de retour dans l'extrême fear, niveau 23, donc ça y est, les gens ont de nouveau bien peur sur le BTC. Et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était analyser un petit peu les points bas et les points hauts sur cet indicateur significatif. Donc vous voyez ici, on a le point bas où on est venu chercher quasiment 10, c'était le 24 janvier. Hop, je ne sais pas si j'arriverai à me positionner pile dessus là, mais tout à l'heure j'ai vérifié et c'était le 24 janvier. Donc si on prend sur le cours, le 24 janvier, ça correspond au point bas ici. Ensuite, on a eu ce point bas significatif le 24 février. Et si on regarde ici, le 24 février, donc ça correspond à quelque part par ici. Donc on a bien les points bas qui sont sur le cours et les points bas sur le Fear and Greed qui sont dans le bon sens, bien orientés. Par contre, si on prend ce qui s'est passé ici, donc le 25 décembre, on a eu un point haut à quasiment 40 sur le Fear and Greed. Donc on était ici, vous voyez, on avait le Bitcoin à 50 000 dollars. Et ensuite, si on prend le prochain point haut qu'on a eu le 10 février 2022, par contre, là, c'est beaucoup moins, logique, puisque le point haut ici est à 45 000 dollars, donc plus bas que celui-ci. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on diverge au niveau de l'euphorie, ça veut dire que les gens sont plus excités pour acheter, enfin, plus excités, ouais, c'est pour acheter. Ouais, on va pas dire pour acheter, mais des gens qui sont plus euphoriques lorsque le Bitcoin est à 45 000 dollars que lorsqu'il était plus haut à 52 000 dollars. Donc ça, c'est pas top du tout parce que c'est-à-dire que l'euphorie revient encore plus vite sur le marché des cryptos alors que le prix est plus bas qu'il y a maintenant plus d'un mois sur le Bitcoin. Donc ça, au niveau du Fear and Greed, c'est un petit point négatif que j'ai découvert là ce matin en analysant un peu plus en profondeur. Maintenant, si on prend un peu moins de recul et qu'on oublie cette divergence et qu'on se focalise un peu plus au niveau du court terme, eh bien je peux pas dessiner là, mais on est concrètement en train de compresser. Vous voyez, les points hauts sont de plus en plus bas et les points bas sont de plus en plus hauts, et c'est la figure qu'on retrouve au niveau du court terme sur le Bitcoin. Vous voyez, hop, ici ça monte et ici on descend, on fait des points hauts de moins en moins haut. Au niveau aussi des options sur le Bitcoin et l'expiration donc de fin de mois pour mars, le 25 mars, on a quand même 63 000 BTC, on a donc le Max Pain toujours compris à 42 000 dollars. Donc ça c'est plutôt intéressant dans la position où nous sommes, puisque vu que le prix du Bitcoin actuellement est de 38 000 dollars, on a donc une pression plutôt haussière, puisque en général le prix du Bitcoin tend à se rapprocher vers le Max Pain, qui est donc là pour le coup plus haut de 4 000 dollars. Comme je vous disais en intro de vidéo, on a le token FTM qui perd pas mal de sa valeur, et c'est lié donc à cette news. Le développeur André Cronje, qui est rien d'autre que le fondateur du protocole Wi-Fi, donc il y a aussi un plongeon du token Wi-Fi et de pas mal aussi d'applications décentralisées qui évoluent sur la blockchain FTM directement, puisque c'est une grosse figure qui vient donc de quitter le navire, voilà, je viens de vous dire, le fondateur de Yarn Finance, mais aussi qui était très impliqué donc dans la fondation FTM. Et donc il a, c'est même pas lui qui a annoncé, c'est un collègue à lui qui s'appelle Anton Nel qui quitte lui aussi le navire. Les deux en fait ils se barrent du coup de la fondation Phantom. Ils n'ont pas donné les raisons de cet abandon, et forcément donc sur le cours il y a eu une réaction négative.
Et moi, voilà, j'en ai profité pour vous dire de faire attention. Du coup, ça vous montre bien qu'il faut toujours se diversifier sur les projets crypto, puisque c'est encore des projets très jeunes et qui sont aussi liés à certaines personnes. Par exemple, Ethereum, on a beau dire que c'est décentralisé, si jamais Vitalik, il lui arrive quelque chose, et je ne lui souhaite pas du tout qu'il lui arrive quelque chose, mais je pense que s'il lui arrive quelque chose, vous pouvez être sûr et certain qu'on aura une grosse réaction sur le cours de l'Ether. Et pour un grand nombre de projets crypto, et ben c'est encore comme ça parce que les personnes qui ont fondé les projets crypto, et ben elles sont connues ou elles sont encore beaucoup impliquées dans le développement de ces projets crypto. Et ça, malheureusement, c'est un point négatif parce que forcément, si ces personnes-là, il leur arrive quelque chose, comme on vient de voir là sur FTM, ça impacte directement le prix des cryptos. Et c'est ce qui est plutôt intéressant avec le Bitcoin, c'est que Bitcoin, on ne connaît pas l'identité de son créateur. Et du coup, forcément, on s'enlève ce risque. On ne peut pas du jour au lendemain nous dire que le fondateur est parti, sauf si jamais il revenait et il prouvait bien que c'était lui le fondateur. Mais en tout cas, voilà, dans l'état des choses actuellement, ce n'est pas possible. Et donc, ça enlève le risque. Et c'est clairement un désavantage qu'a Bitcoin sur tous les autres projets crypto, enfin pas tous, mais la majorité qui ont encore des têtes d'affiche qui peuvent partir du jour au lendemain. Une petite news comme ça rapide, on a les recherches Google pour le mot NFT et Metaverse qui sont en chute libre. Regardez, 58% pour le mot NFT et 36% pour le mot Metaverse depuis janvier. Et là où je voulais en venir en vous partageant cette news, c'était vous montrer toute l'euphorie qui peut y avoir sur un secteur à un moment donné. Voilà, on remonte en janvier et même décembre, on avait vraiment une grosse hype avec les métaverses et les NFT. Tout le monde voulait investir dessus. Je recevais plein de DM. Quel projet métaverse il faut acheter? Est-ce que c'est le bon moment pour entrer, etc., etc. Et au final, c'est une pattern qui se répète tout le temps. Maintenant, regardez où nous en sommes sur ces projets métaverses. J'ai une petite liste, je peux vous montrer. Hop. Normalement, hop là, voilà, Metaverse, tout ça c'est des projets Metaverse, voilà, on se met comme ça en weekly et vous allez voir, c'est que des trucs qui se sont bien pété la gueule depuis cette fameuse hype Metaverse. Et ça, pour résumer, en gros, c'est pour vous dire que voilà, dès que vous avez une grosse hype sur un secteur, c'est généralement pas le bon moment pour investir. Parce que voilà, vous êtes où maintenant, toutes les personnes qui me disaient qu'elles rêvaient d'acheter, je sais pas, du Sandbox, alors qu'on était positionné à quasiment 10$. Maintenant, le Sandbox, ça vaut 2,80$. Engine, pareil, ça s'est bien cassé la gueule. Gala, pareil, c'est bien cassé la gueule et tout le monde voulait rentrer ici. Maintenant, où vous êtes les personnes qui veulent rentrer à fond, poser toute la maison sur ces projets métaverses parce que c'est le futur, elles ne sont plus là parce que le prix ne suit plus. Et c'est vraiment l'inverse qu'il faut faire quand on investit. Il ne faut pas rentrer quand tout le monde veut rentrer parce que sinon vous allez payer des tops et très mal investir votre argent. Donc concrètement, si vous voulez investir sur les métaverses, c'est peut-être le moment vraiment maintenant de s'intéresser, de creuser, de voir les projets qui continuent de développer alors que nous ne sommes plus réellement dans la hype, ou du moins que la hype a beaucoup diminué. Et c'est là que vous allez pouvoir engranger de vrais gains dans le futur, puisque lorsque la hype reviendra, vous pourrez vendre tranquillement vos jetons aux nouvelles personnes qui arriveront au mauvais moment. Et on va conclure avec un petit point sur la situation en Ukraine, le petit point classique qu'on est quasiment obligé de faire vu que ça accapare vraiment toute l'attention des news en ce moment, et c'est ça aussi qui est pas mal pricé sur le marché en ce moment. Là, j'ai choisi de vous partager cette news. Donc, c'est comment l'Ukraine a-t-elle dépensé les 50 millions de dollars de crypto-monnaies qu'elle a reçues. C'est donc Alex Borniakov, le vice-ministre de la transformation numérique, qui a détaillé sur Twitter la manière dont les dons en crypto-monnaies ont été utilisés par l'Ukraine. Il estime aussi au passage que la somme reçue doublera cette semaine. Donc, regardez ici. Au 3 mars dernier, l'Ukraine a reçu donc 53 millions de dollars en crypto-monnaie qu'elle a utilisé comme ceci: 69% en soutien à l'armée, 19% pour l'aide humanitaire et 12% pour l'aide générale. Et Cryptos nous disait donc, c'est sans surprise que c'est la catégorie armée qui récolte le plus de crypto-monnaies, puisque les Ukrainiens sont en train de se défendre contre l'invasion terrestre et aérienne de la Russie. Allez, on se retrouve maintenant sur les graphiques. On va débuter avec le petit tour sur le CAC 40, mais on fera, vous allez le voir, pas mal de graphiques différents, pas forcément que de la crypto, puisque vraiment ça bouge un petit peu partout et de manière assez violente sur les marchés financiers en ce moment. Tout ça en grande partie à cause de la crise ukrainienne. Donc le CAC 40 qui, vous le voyez, est en train de dévisser une sale bougie on a eu la semaine dernière, et là on ouvre en gap baissier cette semaine, 5800 points. Si je prends par exemple aussi le DAX, qui est le marché allemand, c'est exactement la même chose. Donc on est en train de pas mal dérouiller au niveau des marchés européens.
Si je prends les marchés américains, c'est beaucoup moins grave, entre guillemets, la correction est beaucoup moins prononcée. Vous voyez, on n'a toujours pas perdu le point bas d'il y a 2 semaines qu'on avait fait notamment sur le S&P 500 à 4100 points. Le Dow Jones, je pense que c'est à peu près pareil. Voilà, la correction est beaucoup moins violente que ce qui est en train de se passer en Europe. Pour le Nasdaq, vous voyez là à l'écran, c'est exactement pareil. Comment ça s'explique assez simplement, hein, si je peux essayer, c'est que là actuellement, que ce soit les Américains ou les pays européens, on est en train de mettre des sanctions sur la Russie, mais le problème c'est que ces sanctions en fait elles nous sanctionnent aussi, parce que par exemple si on prend les matières premières et notamment le gaz, donc on va dire que les pays européens ne vont plus se servir en gaz russe, et du coup forcément ça va vous impacter, parce que par exemple en Allemagne on a 40% du gaz qui est utilisé qui provient de Russie, donc forcément on se met un petit peu une épine dans le pied en faisant ça, puisque nos matières premières proviennent beaucoup de Russie. Donc c'est probablement ce qui explique la baisse actuellement sur les marchés européens. Après je dis probablement parce qu'on ne sait jamais, c'est subjectif, chacun va se faire son propre avis et va justifier la baisse de la manière qu'il le souhaite, mais c'est vrai que là actuellement les sanctions qui sont en train d'être données à la Russie nous impactent aussi, et c'est ça un petit peu tout le piège. Et aussi, ce qui est pas mal piégeux, c'est que finalement, les Américains, ils sont bien contents, ils foutent des sanctions aux Russes, ils incitent plus ou moins au final, j'ai l'impression, les Européens à foutre des sanctions aux Russes, mais en fait, eux, ça les impacte beaucoup moins. Donc bon, ils sont bien gentils, mais ceux qui sont douillés, au final, c'est nous les Européens. Le prix de l'essence, j'en parle même pas, je peux vous montrer le graphique, on a atteint quasiment sur le Brent, donc $140 le baril. C'est énorme, hein. La dernière fois qu'on avait atteint un tel prix, c'était lors de la crise des subprimes en 2008. On avait atteint $147 le baril. On a aussi le blé, regardez. Dès l'explosion, on dirait des cryptos, les bordels, ça monte à la verticale. Le gold aussi qui est en train de bien partir à la hausse. On a, là c'est en mensuel, hop je vais mettre en weekly, mais on a fait plusieurs semaines de hausse ici, et bientôt on arrive à l'ATH, donc à $2000 quasiment sur l'or. Donc voilà, on est sur une situation très spéciale sur les marchés financiers, où on a une flambée en gros des matières premières, les métaux précieux aussi qui font office de valeur refuge comme souvent, donc c'est pour ça que le gold est aussi en train de monter. Mais si je vous montre le silver, c'est exactement aussi la même chose, et là je suis sur la paire euro contre le dollar, et on a aussi une chute de l'euro, parce que pour la raison que je viens de vous donner, en ce moment les sanctions en fait impactent énormément les Européens, et on a donc une perte de valeur de l'euro contre le dollar, ce qui veut tout simplement dire que par exemple si vous avez vos stablecoins qui sont très probablement en dollars, donc si vous avez des stablecoins en dollars, vous êtes en train finalement de gagner du pouvoir d'achat en Europe, puisque le dollar gagne de la valeur contre l'euro. Donc ça, pour nous qui sommes dans la crypto, c'est plutôt intéressant. Attention, je ne suis pas du tout en train de me réjouir de la situation actuelle, hein. Je donne juste l'effet, et c'est vrai que pour ça, c'est plutôt cool. Au moins, on prend un petit peu de valeur sur nos euros contre le dollar. Du coup, je pense que pour le petit tour global que je voulais vous faire rapidement, vraiment, je ne rentre pas forcément en profondeur, mais au moins vous avez à peu près les valeurs importantes sur les marchés financiers. Maintenant, on va passer plus en profondeur sur l'analyse du BTC. On passe donc sur l'analyse du Bitcoin. On va bien sûr se faire l'hebdomadaire pour débuter, puisqu'on a eu hier la clôture de la semaine dernière, et la bougie est absolument dégueulasse, on va pas se mentir, c'est vraiment ce que je ne voulais pas voir, et on l'a en face de nos yeux maintenant. Donc c'est le fait de se faire rejeter par les $43 000, nouvel échec. Vous voyez, la mèche est ignoble ici, on n'arrive pas vraiment, ça prouve que les vendeurs ont encore une fois gagné la partie, ont encore une fois réussi à nous repousser et empêcher de valider un magnifique W weekly donc sur Bitcoin. Voilà, le scénario par contre est encore jouable, on peut très bien venir faire comme ça, hein, c'est pas parce qu'on s'est fait rejeter là qu'on ne peut plus remonter et piéger les vendeurs qui nous ont repoussé cette semaine-ci. Mais pour le moment, on va se baser sur les faits, sur ce qu'on voit, et ce qu'on voit c'est un nouveau rejet assez puissant de la zone des $43 000 sur le BTC. Donc voilà, sur le weekly, je pense que j'ai pas plus d'informations à rajouter. On va passer maintenant sur le daily. Le daily, on a une figure de compression qui est en train de se mettre en place. J'ai pris en compte ici le point haut de $50 000, mais si vous voulez, on peut
raccourcir un petit peu tout ça et prendre finalement en compte la résistance du haut du range pour moi qui est à 45 000 $. Donc au final on aurait un triangle ascendant qui serait en train de se mettre en place, hop comme ça, avec une trendline ici en bas avec pour l'instant 2 points bas, donc le point bas à 33 000 et le point bas à 35 000 $, qui sont nos 2 derniers points bas qu'on a fait sur le cours et qui sont de plus en plus hauts. Donc ça c'est quand même un point positif à noter au niveau du BTC. On voit aussi au niveau des moyennes mobiles qu'elles sont en train de se mettre à plat, donc c'est clairement parce que tout simplement on est dans une figure de compression, le cours est en train de latéraliser et maintenant on attend clairement la sortie. Alors il y a plusieurs niveaux intéressants, il y a le haut du range donc à 45 000 $, mais voilà, si on prend vraiment en compte la trend baissière, maintenant on voit que le prix est en train de diminuer et ça va devenir de pire en pire, et donc on aura peut-être un premier signal quand on réussira à clôturer au-dessus de la trend ici, enfin c'est même pas la trend, c'est une oblique. Dès qu'on clôturera au-dessus, on aura peut-être un signal haussier au niveau sur le Bitcoin, mais on peut évidemment aussi clôturer en dessous et là ça sera un signal baissier, et je vous cache pas que les probabilités vont plus dans le sens d'une clôture pas en dessous de ce triangle de compression, tout simplement parce que sur l'unité de temps supérieure qui est l'hebdomadaire, nous sommes en tendance baissière. Voilà, on fait bien des creux de plus en plus bas. Oui, ici, hop, le creux est là et le creux est plus bas. Donc pour moi, on est en tendance baissière sur l'hebdomadaire, donc ça veut dire que les probabilités sur le daily de casser ce triangle de compression sont plus vers le bas. Voilà, après ça reste que des probabilités, on verra bien ce qui va se passer. Au niveau du RSI, pareil, on peut constater la compression. Alors j'ai relié les points bas, pareil ici, vous voyez, et hop, on arrive de nouveau sur le bas ici de l'oblique. Donc à voir si jamais on vient à casser ici, peut-être qu'on aura déjà le signal baissier en avance sur le BTC. Pour l'instant, vous le voyez, ce n'est pas chose faite, donc on verra quand les faits seront là. Là, ce n'est que des hypothèses. Et on passe maintenant sur le 4 heures, histoire de vraiment voir au niveau du court terme ce qui est en train de se passer. Alors, très intéressant le 4 heures. Vous voyez ici la zone que j'ai mise en rouge, parce que ce week-end, j'avais très peu ouvert les graphiques. Je les ai ouverts hier soir. Et j'ai découvert donc avec surprise que le niveau des 40 000 $ a été parfaitement réintégré et revalidé encore une fois comme résistance. Donc ça c'est aussi absolument dégueulasse. Donc on est bien baissier maintenant sur le 4 heures. Vous voyez, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, la bleue est sur la rouge. Maintenant tout n'est pas perdu, puisque comme je vous l'ai dit, on a toujours ces points bas qui sont de plus en plus hauts. Là sur le dernier mouvement, donc on va se remettre sur le daily. Je vous avais dit les différents niveaux de support que je jugeais intéressants. On avait le dernier creux ici à 41 500, 42 000 $. Il s'est fait transpercer, on n'a pas du tout trouvé support sur ce niveau-là. On avait ensuite le niveau des 40 000 $. Et comme je viens de vous montrer sur le 4 heures, ça a fait pas du tout office de support, mais même pire de résistance. Donc là aussi, échec. Et la dernière zone dont je vous avais parlé, c'est tout simplement, hop, je vais retirer les deux traits là, c'est la zone Fibonacci, donc de rechargement, qui protège donc le dernier point bas. Et là actuellement, on est pile dedans. Donc en théorie, voilà, si on voudrait vraiment marquer un bottom, c'est ici qu'on pourrait le faire. Donc c'est encore jouable, donc tout n'est pas catastrophe actuellement sur le Bitcoin. Et même, de toute façon, si je prends un petit peu de recul, je trouve que comparé à ce qui se passe actuellement sur les marchés financiers, le Bitcoin résiste plutôt bien. Donc ça c'est plutôt cool. Donc regardez, sur le 4 heures, on a aussi en plus de ça une divergence qui pourrait s'activer si on venait à clôturer au-dessus du niveau de 35 de RSI. Et même dans tous les cas, on est quand même pas mal survendu actuellement sur le 4 heures. Donc clairement, on peut voir venir se poser un petit bottom sur le 4 heures et relancer. Pourquoi pas un petit mouvement aussi au niveau du court terme et peut-être, je sais pas, revenir jusqu'à la zone ici du haut de cette compression et continuer la compression avant de sortir. On pourrait aussi voir donc la zone de rechargement à l'inverse qui sera située, si on marque vraiment le bottom ici, vous voyez, elle serait située pile aussi au niveau pas très loin du triangle, du haut du triangle de compression. Donc on peut clairement imaginer un scénario comme ça de compression qui pourrait durer peut-être tout le mois de mars, puisque je vous rappelle, le mois de mars est en général un mois assez baissier. Il me semble que c'est le mois le plus baissier sur le Bitcoin, donc en termes de saisonnalité, on n'est pas du tout bien positionné. Après vous me direz, la saisonnalité, on a vu ce que ça a donné en décembre. En décembre on devait faire un super mois sur le Bitcoin, finalement on a fait tout l'inverse. Donc voilà, peut-être que ça va changer, mais quand même, si on se fie aux stats, et je pense qu'il faut quand même se fier aux stats, on a toujours plus de probabilité de faire un mauvais mois en mars, même si voilà, on a eu une fois en décembre cette stat qui ne s'est pas validée. Ça ne veut pas dire qu'elle va tout le temps ne pas se valider et qu'il ne faut plus se fier aux probabilités. Non, il faut quand même garder quelque chose de rationnel, et là oui, en mars, on a bien plus de chances de faire un mauvais mois que de faire un bon mois.
Allez, je vous passe maintenant rapidement l'Ether, donc l'Ether 2500 $. Je vais pas refaire toute l'analyse sur l'Ether puisqu'elle est vraiment sensiblement, enfin extrêmement, plutôt pas sensiblement, extrêmement ressemblante avec celle du BTC. À quelque chose près, c'est que sur l'Ether, c'est encore plus dégueulasse puisque vous voyez, on a le Bitcoin en ce moment qui surperforme l'Ether. Je vais vous montrer Ether comme Bitcoin juste après. Mais on a vraiment toute cette zone de cluster ici très importante à reprendre et une fois de plus, vous voyez l'échec avec la mèche pile cette semaine, on a encore échoué dessus. Donc pour le coup, pas de W validé du tout sur l'Ether comme sur le Bitcoin. Je vous montre Ether contre le Bitcoin, c'est ça qui est très important. On a réussi à préserver cette trend ici qui est très importante pour moi et qui matérialise aussi le bas du triangle ascendant qu'on a ici. Si jamais on vient le péter, je vous ai mis ici objectif triangle et donc ce sera un retour au niveau des 0.044 000 environ sur Ether contre le Bitcoin. Je vous montre rapidement le Chiliz et peut-être aussi FTM. Puisque Chiliz nous a fait un petit pump sympa. J'ai vu notamment sur le Discord beaucoup de personnes en parler, donc c'est pour ça que je voulais présenter. Mais malheureusement, c'est juste un petit rebond technique pour le moment. On n'a pas récupéré de résistance. La résistance, elle est là, elle est claire, elle est très identifiable au niveau des 0.23 à peu près, qui permettrait aussi de valider un W. Mais pour le moment, on n'a pas de validation. Si on met sur le daily, pareil, on n'a pas refranchi de résistance. Donc voilà, malheureusement, il n'y a pas forcément plus de signes positifs sur Chiliz. Si jamais on clôture au-dessus des 0.24, pour le coup ici, là ok, on reprendrait un momentum haussier sur Chiliz. Par contre, je regarde là, le RSI, c'est plutôt intéressant ce qu'on fait. On est repassé en zone au-dessus de la neutralité et on revient peut-être backtester ce niveau et le valider en tant que support. Donc ce serait vraiment cool de ne pas repasser en dessous ici du niveau 50 sur le RSI. Et je vais conclure très rapidement avec FTM puisqu'il y a eu la news et je voulais vous montrer donc le graphique de FTM qui a donc perdu quasiment 23% en l'espace de 2 jours. Et si je vous mets le weekly histoire qu'on prenne un petit peu de recul, on revient donc sur le dernier point bas weekly qui est situé ici aux alentours des 1,40 $. Pour moi, voilà, on deviendra donc baissier sur FTM si on vient à clôturer sous ce dernier point bas, ce dernier creux qui est très important sur l'hebdomadaire. Attention, au niveau du RSI, on est passé sous le niveau 50. Donc ça aussi, pas top du tout. Voilà les amis pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, vous abonner vraiment à la chaîne YouTube pour ne louper aucune de mes vidéos. Et on va se dire à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.